Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce point marché. Alors, peut-on encore éviter un choc majeur sur les marchés ou faut-il se mettre à l'abri? Après 18 jours de conflit au Moyen-Orient, l'intensification des frappes sur les infrastructures pétrolières et le quasi-blocage du détroit d'Ormuz, artère clé du commerce mondial d'hydrocarbures, désorganisent progressivement la chaîne énergétique et alimentent la hausse des prix. Alors le Brent est passé de 70 $ à un peu plus de 100 $ le baril, soit environ un bond de 43% depuis le début des tensions. Le choc est encore plus violent sur le gaz naturel. Le TTF néerlandais, baromètre des prix en Europe, s'est envolé de 60% environ à l'heure où je parle, soit 52 € le mégawattheure. Bref, pour les investisseurs, l'enjeu est majeur. L'inflation, la croissance, les taux, tout est potentiellement remis en question. Les marchés aussi actuellement au gré des fluctuations du cours du pétrole, entre un espoir de stabilisation et la crainte d'un emballement. Pour en parler, nous sommes donc en compagnie de Laurent Lamanière d'Alpha Value. Laurent, bonjour ou bonsoir. Bonsoir. Alors, pour commencer, comment qualifierais-tu la situation aujourd'hui sur le marché pétrolier et plus généralement, sur celui des hydrocarbures? Alors, bon, la situation Mmh. malheureusement elle est assez simple, hein, tant que le détroit d'Ormuz est bloqué, il y a pas d'espoir, durable de baisse du pétrole. Hein, on rappelle que 20 à peu près de la production, passe par le détroit d'Ormuz, et surtout, ce qu'on oublie aussi, c'est que la région est une zone assez importante pour les produits raffinés. C'est pour ça que quand tu parlais des hausses de prix, que ça soit du pétrole, et du gaz, il faut aussi regarder les spreads, donc c'est-à-dire les prix entre la différence de prix entre le prix du brut et le produit raffiné, et notamment le kérosène, puisque c'est assez important, et les spreads, eux, ont explosé. Donc en fait, la hausse des prix pour les produits pétroliers raffinés et notamment pour le kérosène est encore beaucoup plus importante que celle que tu indiquais tout à l'heure. Donc, mais pour revenir à la situation géopolitique, malheureusement la donne est assez simple. Il nous semble vous savez que le détroit d'Ormuz est relativement, étroit, et que il nous semble que tant que le gouvernement iranien ne souhaite pas, que les tankers passent, il est en capacité de bloquer ça. Alors même sans poser des mines, ce qui est l'étape suivante et qui serait l'escalade supplémentaire, il nous semble que, le détroit encore une fois étant tellement, étroit qu'il suffit d'un simple Zodiac avec, 1 ou 2 soldats armés de lance-roquettes pour, quasiment interdire à tout navire de passer. Alors ce qui est intéressant quand même sur les dernières, 24-36 heures, c'est qu'on a vu que le gouvernement iranien a laissé passer des tankers à direction, de la Chine, à direction de l'Inde, et ça évidemment c'est un signe de détente, ce qui explique aussi l'optimisme qu'on a pu voir, sur les marchés, ces 2 derniers jours. Mais néanmoins, le problème reste, et donc la question, c'est quand est-ce que le régime soit change, soit accepte de laisser transiter, tous les navires. Deuxième point, il a quand même tapé, assez fortement parfois des capacités de production pétrolière, que ça soit aux Émirats, que ça soit au Bahreïn, et donc la capacité aujourd'hui de production à l'instant T où on se parle, elle est très fortement réduite. Et voilà, donc la situation, il nous semble, est assez claire, et pour nous, le prix du baril aujourd'hui n'a aucune raison de baisser. Alors ce qui est très intéressant, c'est que si on pense que ce blocage du détroit d'Ormuz, va continuer et va continuer durablement, mettons 2 mois, 3 mois, alors les prix du baril devraient quand même augmenter très drastiquement et on serait plutôt entre 150 et 200 $. Hein, notre analyste a publié une série de scénarios, sur les prix du brut, mais il est clair que si la C'est pas situation votre scénario central ça, non, non, c'est qu'on arrive à aujourd'hui des nous des tarifs quand voilà, même aussi élevés? non, aujourd'hui nous ce enfin, il est extrêmement difficile, il y a tellement de paramètres qu'on ne maîtrise pas évidemment, qu'il est très difficile de faire, des projections réalistes sur le prix du brut. Moi, ce que je conseille aux gens de faire, c'est de dire, voilà, à moins qu'ils aient un scénario extrêmement violent dans un sens ou dans l'autre, qui justifie de dire, ben, on revient à un Brent, alors probablement pas à 65, dollars qui était le scénario central, pré-crise, mais plutôt à 70-75 à court terme, ou au contraire, on monte à 150. Si vous avez des scénarios extrêmes de ce point de vue-là, vous pouvez les appliquer. Moi, ce que je fais et ce que je conseille aux gens de faire, c'est de dire, voilà,
La situation actuelle, elle est à 105. Qu'est-ce qui se passe si le prix du baril reste à 105? Si le prix du baril reste à 105, ou autour de 100 pour le WTI et 105 pour le Brent, il est clair que vous avez des impacts économiques importants. Le premier, c'est un ralentissement évidemment de la demande, même si on n'est plus dans un scénario dans les années 70 où la composante énergétique dans la production du PIB était très très élevée, elle reste néanmoins importante. Donc ça c'est important. Et deuxièmement, il y a un risque d'inflation lié à l'importation, enfin au renchérissement de l'importation des produits pétroliers. Donc ralentissement économique plus potentiellement une hausse de l'inflation, c'est un cocktail que les marchés économiques, enfin que les marchés actions évidemment détestent. Donc, or, ce qui est assez intéressant, c'est que même si le marché a baissé, il a baissé de 9% à peu près, enfin un peu moins de 10% Un peu depuis moins, ouais. un peu moins même maintenant avec la hausse. Euh, il nous semble que le marché ne reflète pas, selon nous, ce risque d'un baril qui reste Mmh. à ces niveaux-là. Et pourquoi? Moi, j'y vois deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, comme on l'a vu, il y a plutôt des espoirs de détente à court terme. Bon, moi, j'y crois moyen, mais ça, c'est mon opinion et elle ne vaut que ce qu'elle vaut. En revanche, il est vrai que depuis, allez, on va dire 5, 6 ans, à chaque fois qu'on a eu un choc assez violent sur les marchés, la liquidité s'est enclenchée très vite, très fort. Et Mmh. finalement, l'erreur pour les opérateurs de marché était de paniquer et de vendre. Et je pense qu'une partie de la raison, enfin oui, une partie de l'explication pour laquelle le marché ne baisse pas plus que ça, c'est que beaucoup d'opérateurs de marché ne veulent pas être repris dans ce même scénario et ils espèrent soit une résolution rapide, soit qu'on vienne les, entre guillemets, les sauver avec des injonctions de liquidité. Et c'est là où je suis quand même un petit peu plus prudent. Pourquoi? Parce que, un, les capacités budgétaires des États sont aujourd'hui très amenuisées et en premier lieu, les États-Unis où les risques inflationnistes font que la Fed semble moins prêt à baisser les taux et deux, la capacité de déficit budgétaire des États-Unis est aujourd'hui très limitée, hein, notamment avec la petite blague sur les tarifs douaniers. Et donc, il y a à craindre On y reviendra. qu'on puisse être pris à revers et que cette injonction de liquidité que certains espèrent n'arrive pas. Donc voilà. Nous, en tout cas, le scénario, on est plutôt assez prudent. Alors, ce qui est amusant, c'est que dans l'équipe, il y a des divergences de vues, hein. Mais finalement, Mmh. le scénario central que nous on privilégie, c'est de dire attention, on risque d'avoir un prix du pétrole qui reste élevé encore pour plusieurs semaines. Et donc, effectivement, on appelle plutôt à la prudence de ce point de vue-là, en tout cas sur cette thématique pétrolière. Oui, parce que finalement, si on restait, autour des 100-105 $, sans forcément, aller à des extrêmes, comme dont tu parlais tout à l'heure, à 150 ou 200, si ça devait durer plusieurs semaines encore, même peut-être plusieurs mois, évidemment les marchés, pourraient, corriger beaucoup plus franchement, Bien sûr. qu'ils ne le font maintenant. Donc après effectivement, c'est, encore une fois, on l'a déjà dit, la dernière fois, il y a 15 jours, lors du live avec Pierre-Yves, c'est qu'on a très peu de visibilité finalement sur la durée de la crise et là c'est compliqué effectivement de faire des projections. Enfin, on peut faire des projections, mais personne ne sait réellement ce qui va se passer, ce qui va se produire. Mais en tout cas, ce que vous dites, c'est quand même que les marchés sous-estiment quand même, un scénario où le conflit pourrait durer, encore un petit peu, C'est ce qui nous semble et veut et voir le verre quand même à moitié plein. alors, c'est ce qui nous semble effectivement et le marché nous semble, étonnamment optimiste. Alors peut-être pour les raisons que j'évoquais, tout à l'heure, peut-être qu'ils ont aussi une vue beaucoup plus positive sur d'autres éléments. Mais en tout cas, c'est pas notre cas et il nous semble au contraire que, j'allais dire, entre guillemets, «en bon père de famille», better safe than sorry, comme disent nos amis américains, et on est plutôt, mieux à être dans un excès de prudence que dans un excès de risque dans cet environnement. Oui, parce que finalement, si on revient aussi un petit peu plus, dans le détail sur les mesures qui pourraient, stabiliser aussi, les marchés pétroliers et plus généralement, les marchés d'hydrocarbures, c'est qu'on voit bien que pour l'instant la sécurisation, comme tu le dis, du trafic dans le détroit d'Ormuz, ce qui est, escorte, enfin, on a eu aussi, finalement une autorisation temporaire, donnée par, le feu vert donné par les États-Unis, à la vente de pétrole russe qui est stocké sur des navires.
Et on a aussi, on n'en a pas parlé, mais la libération des réserves stratégiques, à hauteur de 400 millions. 100 Finalement, millions de est-ce que barils, ça oui. peut réellement améliorer la situation de Alors, manière significative? il y a 2 choses. Effectivement, on voit que les États-Unis quand même ont, heu l'Iran a un moyen de représailles et c'est très clair, c'est la hausse du prix du baril. D'ailleurs, le guide suprême a menacé, non, c'est pas le guide suprême d'ailleurs, un officiel du régime a dit: «Bah, de toute façon, le pétrole va à 200 dollars. Pourquoi? Parce qu'il sait bien que la façon la plus efficace d'impacter les États-Unis, c'est à travers son économie et qu'un pétrole à 200 dollars est une option que les Américains, ne peuvent pas se permettre de subir très longtemps. Ça, c'est une première chose. Donc il est clair que, c'est un facteur très fort dans la guerre que se livrent l'Iran et les États-Unis. Deuxième élément, tu parlais des réserves stratégiques. C'est vrai que, 400 millions de barils comme ça semble un montant important. Alors, il faut relativiser. Il faut relativiser d'abord parce qu'aujourd'hui, ce qui manque du fait de la fermeture du détroit d'Ormuz, c'est de l'ordre, on va dire à peu près pour donner des chiffres ronds, c'est 20 millions de barils jour. Hein. Alors un petit peu moins parce qu'une partie transite via le pipeline qui traverse l'Arabie Saoudite, mais bon, on va dire 20 millions de barils de jour. Euh, Arrondi. donc ça ferait, bon, si elles étaient disponibles immédiatement, ça ferait 20 jours de consommation. On se dit, bah, si le conflit peut durer encore 20 jours, finalement on est sauvé, etc., etc. Le souci étant que apparemment, alors ça je ne suis pas spécialiste, mais c'est un papier que je lisais, c'est que la capacité aujourd'hui à mettre sur le marché ces réserves stratégiques, en fait, est très limitée. Et donc, vous ne pouvez pas Mmh. aller, le temps d'aller les chercher là où elles sont et de les remettre en circulation sur le marché, ça va prendre pas mal de temps. Et donc, à court terme, on a quand même un besoin, malgré ces relâches, enfin, cette mise à disposition des réserves stratégiques, ça sera probablement pas suffisant, enfin, ça sera de toute façon pas suffisant pour compenser le déficit à court terme. Donc attention, c'était une bonne nouvelle évidemment et on voit que les États prennent cet élément très à cœur. Ils agissent de façon très coordonnée pour essayer de faire baisser le prix du baril, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les marchés, mais on craint que, en tout cas, l'impact soit limité et comme on le disait, si le détroit d'Ormuz reste fermé longtemps et si les frappes s'intensifient, alors même s'il semblerait, selon certains, qu'aujourd'hui la capacité de l'Iran à tirer des nouveaux missiles est plus limitée. Mais bon, en tout cas, heu, nous on voit peu de scénarios, comme je le disais, où on ait un soulagement sur le prix du baril, très vite, très fort. Et finalement, alors sans je sais pas que je veuille absolument jouer les Cassandres et que tout et de voir moi le verre à moitié vide, hein, mais heu, je on en parlait, lors de la préparation de cette émission, finalement, même en cas de désescalade rapide ou en tout cas, que, un conflit qui s'arrêterait ou l'Iran qui laisserait passer, comme tu le disais, les bateaux, finalement, est-ce que le déficit d'offres et en tout cas, les prix du pétrole ne ralentiraient pas forcément très rapidement? Alors, effectivement, je pense qu'il ne retournerait pas à 70, en tout cas à court terme, pour une raison assez basique. D'abord, comme je le disais, une partie des capacités de production pétrolière, de la zone GCC, donc de la zone des pays du Golfe, a été endommagée, voire sévèrement endommagée. Donc ça, c'est une première chose. Ça va prendre du temps à la fois pour les reconstruire et puis pour les remettre en production. Donc ça, c'est une première chose. Et puis deuxième chose, je crains, que de toute façon, il y ait une volonté de tous les pays qui ont été impactés par cette crise de reconstituer, leurs réserves stratégiques et même de les reconstituer de façon beaucoup plus importante, hein. Chat échaudé craint l'eau froide, et il est Mmh. clair que structurellement, je pense que tous les pays développés vont essayer d'augmenter, leurs réserves stratégiques ou leurs réserves pétrolières. Donc à court terme, je pense que ça va peser aussi sur la demande, à un moment où, comme je le disais, la production est forcément limitée, on a probablement encore des tensions qui devraient perdurer quelques semaines, hein, pas tellement plus, mais même si le détroit d'Ormuz devait rouvrir demain. Finalement, Laurent, quand on est un investisseur, qu'est-ce qu'on doit surveiller en priorité? Quels sont les signaux finalement qu'on doit surveiller, à l'heure actuelle?
Alors j'allais dire comme tout investisseur qui se respecte, la Bible, c'est plus Bloomberg, c'est, Truth Social, le média de Donald Trump. Donc ça, il faut surveiller ça comme le lait sur le feu. Non, malheureusement, il y a tellement d'indicateurs à suivre. Très clairement, si vous avez, je discutais avec un ami qui est un trader de produits pétroliers chez Millennium, et donc eux, ils ont quand même accès à un nombre de données qui sont extraordinaires, hein, que ça soit sur les dérivés, sur le physique, sur les deliveries. Donc pour avoir vraiment une connaissance fine de ce marché-là, c'est très compliqué. Mais malgré ça, évidemment, ils sont tributaires des décisions politiques et notamment dans les cas de conflit. Donc malheureusement, il y a pas grand-chose à suivre comme indicateur avancé sur ce genre de choses. Et donc, non, suivre l'actualité internationale, l'évolution, les frappes, les capacités qui sont mis hors production. Voilà, malheureusement, il y a pas d'éléments d'indicateurs avancés, je le crains, qui permettent de prédire là où va le pétrole à court terme. Bon, je pense qu'on a à peu près dit ce qu'on voulait dire sur cette partie, qui, effectivement, heu, actuellement, fait les gros titres. Donc les marchés ont les yeux rivés sur les variations du cours de pétrole notamment. On a d'autres finalement motifs d'inquiétude, et notamment, des rumeurs finalement qui montent, sur, ce qu'on appelle la dette privée, heu, en français. Heu, Est-ce que pour toi c'est un risque, qui pourrait, se matérialiser ou en tout cas, qu'on doit surveiller là aussi de près? Alors je pense qu'effectivement, c'est un risque qui est en train de se matérialiser, et qu'il faut surveiller de près. Alors il y a quand même 2 choses, peut-être pour rappeler à nos auditeurs, comment marche, la dette privée. Donc la dette privée, c'est tout simplement le fait qu'un fonds qui a été créé pour ça, donc collecte de l'argent auprès des particuliers ou des institutionnels, et cet argent est ensuite investi pour prêter de l'argent à des entreprises. Cette activité s'est développée très fortement après, la crise financière, la grande crise financière de 2008. Pourquoi? Parce que la régulation mondiale sur les banques a fait que les banques ont été plus réticentes, j'allais dire, à prêter et donc s'est substitué à ces banques, cette activité, où finalement vous remplacez les banques et vous leur prêtez vous-même. Voilà. Donc c'est structuré sous la forme de fonds. Donc vous prêtez de l'argent à un fonds qui lui-même prête cet argent à, à des sociétés. Et puis quand elle est remboursée de son prêt avec des intérêts, vous avez évidemment une plus-value qui est dans votre fonds. Ce qui s'est passé à court terme, enfin ces dernières semaines, c'est que beaucoup d'agents économiques ont pris peur et ont voulu retirer l'argent qu'ils avaient investi dans ces fonds de private debt, de dette privée. Et évidemment, comme la liquidité de ces fonds est limitée, ces fonds étaient obligés d'empêcher une partie des retraits, d'établir ce qu'on appelle des gates, donc de Mmh. limiter les retraits, et ça a créé évidemment un vent de panique. Donc voilà, ce premier élément, c'est uniquement un élément de liquidité. Ce qui est beaucoup plus intéressant à mon sens, c'est de se demander pourquoi d'un coup ces investisseurs ont voulu récupérer leur argent. Mmh. Et là, je pense que la raison, elle est réelle et surtout elle est intéressante et donne des indications sur l'évolution économique. On va dire, bon, encore une fois, depuis 2008, l'afflux de liquidités étant, on a eu très peu de défauts sur cette classe d'actifs. Donc finalement, les investisseurs ont pu enregistrer des rentabilités de l'ordre de 6, 7, 8%, finalement sans risque. D'accord. Et ça a été vu pour beaucoup comme une sorte d'Eldorado. Aujourd'hui, avec le ralentissement économique, on a des craintes d'une hausse des taux de défaut, sur ces books, sur ces portefeuilles de prêts. Et évidemment, si vous commencez à avoir des taux de défaut qui montent, la rentabilité de votre investissement en tant qu'investisseur va baisser. C'est mécanique. Donc, beaucoup d'investisseurs se sont dit: «Ouh là, la situation économique est en train ou va se détériorer, je vais donc récupérer mon argent avant que ces sociétés n'affichent des pertes». D'accord. Et c'est pour ça que on a eu cet afflux de demandes de retrait de ces fonds. Donc, est-ce que c'est le cas? Alors, c'est intéressant puisque c'est le cas effectivement aux États-Unis. On a des craintes sur les taux de défaut et notamment sur particulièrement le secteur des softwares,
hein. Vous savez qu'il y a Non, d'énormes ça. craintes que l'IA va remplacer ou en tout cas va menacer et venir concurrencer le secteur des softwares et que donc que la capacité de ces acteurs à qui on a prêté beaucoup d'argent et souvent à des taux très, très, très bas, que ces acteurs ne vont pas pouvoir faire face à ces remboursements. Et effectivement, on voit les taux de défaut dans ce secteur qui commencent à augmenter. Je le précise Mmh. encore une fois, aux États-Unis, hein. Très C'est bien. a priori beaucoup moins le cas en Europe. Et donc, voilà, c'est un petit peu, mécanique. Dernier point, évidemment, si vous avez un ralentissement, de l'économie et on revient au premier point qui était celui du pétrole, si vous avez un ralentissement Mmh. économique et une hausse des taux puisque vous avez une situation inflationniste, qui se met en place et donc la tentation, d'augmenter les taux courts qui se répercutent sur les taux longs évidemment, la capacité des sociétés à rembourser leurs prêts va diminuer. Donc voilà, tout ça, ce sont des éléments importants. Alors, quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'il se trouve que j'avais la chance d'assister à un déjeuner chez un spécialiste de la dette privée en France, puisqu'on a un groupe coté en France, Tikeo Capital, pour pas le nommer, qui est vraiment un des grands leaders de la dette privée, et qui faisait le point un petit peu là-dessus. Et ce qu'il nous disait, c'était deux éléments. La première, c'est que aujourd'hui, en tout cas pour eux, dans leur portefeuille de prêts, le taux de défaut est tout à fait contrôlé. Heu et ce qu'ils indiquaient, c'est qu'ils pensent, notamment qu'en Europe, le secteur étant beaucoup moins développé qu'aux États-Unis, il y a eu beaucoup moins d'excès dans la prise de risque fait par les acteurs de dette privée, en Europe. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui était très intéressante, c'est ce qu'ils disaient, c'est que, quand vous avez de la liquidité disponible, d'accord? Vous pouvez Mmh. aller voir ces fonds de dette, et leur dire: «Voilà, moi, je suis prêt à t'amener de la liquidité, mais je veux une décote très importante sur les actifs que je vais rentrer». Voilà, et donc ils disent que dans cet environnement, il y a probablement des opportunités pour les gens qui ont été assez sérieux et sélectifs sur la façon dont ils ont prêté et qui, ont encore de la capacité d'investissement, et donc ils disent que là, il y a probablement, au contraire, c'est probablement un moment intéressant pour les acteurs de dette privée vraiment sélectifs qui vont voir des opportunités arriver sur le marché avec une décote. Donc voilà. Alors, il est évidemment qu'ils ne vont pas nous dire hein, que la Oui, situation est c'est un peu ce catastrophique. que j'allais. Voilà, exactement. Mais je pense qu'il y a une vraie différence entre le marché américain de la dette privée et le marché européen. Donc voilà. En tout cas, c'était un élément très intéressant, j'ai trouvé. Et Mmh. donc, en tout cas, ce qui est très clair, c'est qu'il faut surveiller les taux de défaut, que ça soit dans les portefeuilles de prêt des banques ou dans les portefeuilles de prêt de ces acteurs de private equity, enfin de private debt en l'occurrence, mais aussi probablement de private equity où les mêmes effets de liquidité ont été probablement un peu forts, alors là, tant aux États-Unis qu'en Europe. Très bien, mais donc il faut quand même surveiller, c'est quand même un risque surtout aux États-Unis, en fait. Parce que si effectivement, on avait une vraie crise, en fait, sur cette dette privée, ça pourrait quand même entraîner, Alors, il peut y avoir effectivement des des effets d'entraînement, des puisque répercussions, ouais. alors, le premier réflexe, c'est de se dire: «OK, c'est pas très grave, dette privée, c'est financé par des investisseurs privés et donc les banques ne sont pas impactées et donc il y a pas d'effet boule de neige». Alors, il faut relativiser, c'est vrai en partie. En revanche, les banques sont souvent à la fois sponsors de ces fonds de dette privée, c'est-à-dire ont prêté de l'argent, ou sont en co-invest, c'est-à-dire ont investi à côté de ces acteurs sur cette dette. Donc, l'exposition des banques est aujourd'hui évidemment beaucoup plus faible qu'elle ne l'était avant la grande crise financière, hein, du fait de l'émergence de ces fonds de dette privée. Néanmoins, elle est réelle. Donc, enfin, elle reste importante. Donc, quand même, un élément à suivre. Et en tout cas, ça retirerait de la liquidité au marché à un moment où, évidemment, il n'en a pas besoin. Enfin, il n'a pas besoin qu'on Alors lui retire de la liquidité, pardon, c'était pas clair. alors, il y a un autre point que je voulais aborder avec toi, c'est Trump et le retour, finalement possible, en tout cas qu'il évoque, des droits de douane, hein. Je crois même qu'il a dit qu'il avait un droit absolu à fixer des droits de douane Il est et formidable. sur son réseau social d'ailleurs. En Oui, Le oui. message est Hem, passé. alors la 1re chose, moi je trouve ce qui est quand même très rassurant, c'est de voir que
Donc la Cour suprême a balayé, enfin, a dit que ces droits de douane étaient illégaux, ceux qui l'avaient mis, en première instance. Et donc les a supprimés et le gouvernement fédéral est censé rembourser ces droits de douane, ce qui n'est pas sans poser d'énormes problèmes, et il est clair qu'aujourd'hui le budget américain freine des 4 fers pour ne pas rembourser, ce qui a été perçu, dans les coffres. Bon, ça c'est une première chose. Donc oui, il a dit qu'effectivement, il avait un plan B et qu'il allait pouvoir, instaurer, des taxes pour compenser et que ça faisait des années que le monde prenait avantage des États-Unis et cetera. Enfin, la rhétorique qu'il avait déjà exprimée. Voilà. Alors, peut-être me trompais-je, mais je pense qu'à court terme, le risque est moins grand qu'on ne le pense. Pourquoi? D'abord, hem très clairement, c'est sa capacité juridique à monter, des nouveaux droits de douane est limitée. Elle est limitée et il faut, en théorie, l'accord du Congrès. Et je pense que la Cour suprême a clairement indiqué qu'elle allait être assez vigilante sur le fait que le président américain n'était pas tout puissant et pouvait pas faire n'importe quoi. Voilà, une première chose. Deuxième élément, à très court terme, qui est-ce qu'il vise? Il vise les Chinois, il vise les Européens, il vise les Japonais, Mmh. il vise ses partenaires traditionnels, je ne sais pas si le terme est encore, adéquat, mais bon, et notamment ses alliés au sein de l'OTAN. Or, dans le même temps, il demande aux pays de l'OTAN et à ses alliés de venir sécuriser le détroit d'Ormuz. Donc je Mmh. pense que, il est difficile pour lui, à la fois d'obtenir ce qu'il veut, heu, dans le détroit d'Ormuz et en même temps, d'avoir une rhétorique extrêmement agressive envers ses alliés, sur des droits de douane. Donc alors, encore une fois, ça, c'est plutôt un argument entre guillemets «rationnel» et on sait bien Oui, que le parce que quand tu président dis: Trump il demande, mais enfin, il demande et puis heu, ensuite il met la pression parce que, c'est il vient plus, déjà d'annoncer. dans le sens Il américain, vient il déjà de demande, rep je il crois exige qu'il a quoi. dit il a dit aux Chinois qu'il reportait, Signer, sa visite, la visite qui était prévue le mois prochain, je crois, Oui, avec Xi, oui, il met la exactement. pression aussi, sur ses alliés, qui visiblement, enfin, personne n'est très, n'a envie de répondre à sa demande. Donc on sait aussi que les réactions de Donald Trump, sont parfois surprenantes ou en tout cas, pas forcément sont celles qu'on attendait. Mais il y a un Voilà, autre élément quand même qui est un peu entre guillemets «rassurant», c'est que, il doit faire face à des midterms quand même. c'est Or vrai. la probabilité, qu'ils prennent une branloute, c'est-à-dire à la fois une branlée et une déroute, au midterm est pas nulle. Et donc, voilà, je 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 ne suis pas sûr, si vous voulez, mais c'est un risque, hein, qui pèse sur les marchés, et qui serait évidemment encore négatif. Voilà, déjà si on pouvait récupérer, si les sociétés européennes pouvaient déjà récupérer l'argent qu'elles ont payé, via ces droits de douane, ça serait formidable. Voilà, mais bon, donc voilà, moi je suis plutôt un peu moins inquiet que d'autres. Je pense que la priorité aujourd'hui du gouvernement américain, et de Donald Trump, c'est d'essayer de rouvrir le détroit d'Ormuz, de faire baisser les droits de douane, de faire baisser, pardon, le prix du pétrole et de limiter les risques inflationnistes aux États-Unis pour pouvoir obtenir les baisses de taux qu'il espère. Et je crains que même avec la nomination du nouveau président de la Fed, cette baisse de taux ne soit pas, pour tout de suite, hein. Vous savez que les marchés priçaient plutôt 2 baisses de taux, cette année. Aujourd'hui, on price plutôt une voire 2, hausses, en tout cas une de façon, presque totale. Donc, voilà, voilà, je suis pas, mais peut-être à tort, je suis moins inquiet sur cet élément-là des droits de douane en provenance des États-Unis que à la fois sur la détérioration du sentiment économique, visible au travers du private de la dette privée, et de la situation pétrolière qui pourrait amener ralentissement économique et hausse des taux. On est plutôt dans un contexte d'incertitude et assez imprévisible. On va parler maintenant peut-être des conséquences un peu plus concrètes sur les marchés actions et plus précisément sur les rotations sectorielles qu'on a vu apparaître depuis le début du conflit. D'abord, je vais peut-être, mettre, à l'écran, voilà, depuis le début de la guerre finalement au Moyen-Orient, on a un Eurostoxx qui a perdu,
Un peu plus de 5. Le CAC, lui, a cédé un peu plus de 7. De l'autre côté de l'Atlantique, alors le S&P et le Nasdaq, alors Nasdaq Composite ont respectivement reculé de 6 et 1,3. Donc tu nous disais, en début d'émission que finalement peut-être que le marché, est un peu optimiste et qu'on pourrait avoir une correction un peu plus forte. Finalement, là, dans ce contexte, on on se doute que, une partie du secteur pétrolier, profite, de cette hausse, mais plus globalement, en fait, hem, du point de vue, sectoriel, qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui va se passer aussi, bien sûr, selon toi? Alors, Alors, je vais peut-être te mettre, oui, c'est enfin intéressant qu'on voit ton oui, la ton performance par écran, secteur, en tout cas avec voilà. Alphabet. Alors juste pour revenir un petit point, il est pas totalement anormal, hein, que les stocks américains aient beaucoup mieux résisté que les stocks européens pour 2 raisons. Enfin, pour une raison essentiellement d'ailleurs, c'est que les États-Unis restent autosuffisants aujourd'hui en pétrole, hein. Mmh, oui, Leurs capacités de production, aux États-Unis sont à peu près en ligne avec leurs besoins, et donc le coût, j'allais dire, pour eux la est répercussion, ouais. relativement marginal, en tout C'est cas d'un moins point de vue. douloureux. Voilà, exact. Ils sont bénéficiaires nets, hein, pour leurs sociétés pétrolières comme nous. En revanche, en termes économiques, c'est vrai que, les bénéfices seraient chez eux. Alors que nous, évidemment, la hausse des coûts d'importation du pétrole, pour les sociétés européennes, qui sont très dépendantes des énergies extérieures, est très importante. Donc là, il y a effectivement un coût, immédiat qui explique la différentielle de performance, à mon sens, entre, les États-Unis et l'Europe. J'ajoute aussi qu'il y a une sorte de côté de en cas de guerre, valeur refuge, et donc on va Mmh. acheter plutôt des actifs américains, notamment un peu des taux américains, même si, ceux-là se sont quand même tendus, et du dollar. D'ailleurs, on a vu le dollar surperformer assez sensiblement toutes les autres devises. Bon voilà, ça c'est un premier point. Si on regarde, maintenant sur le marché européen, donc qui est représenté par l'univers Alpha Value, hein, je rappelle presque 550 valeurs, de toutes capi, suivies en Europe et donc réparties par secteur. Donc là, j'ai mis sur 10 jours, je ne sais pas si on voit suffisamment, mais très clairement, vous avez, le pétrole qui est monté de 8,75. Encore une fois, c'est pas énorme au vu de la hausse du baril, sur la même période. Donc, c'est pas, ça nous semble pas complètement aberrant, et comme je le disais, si on devait pricer un scénario où le pétrole reste durablement à ces niveaux-là, je pense que les perspectives bénéficiaires, sur les sociétés pétrolières seraient revues assez substantiellement à la hausse. Ça, c'est une première chose. Et sinon, alors, vous avez le deuxième secteur qui a monté beaucoup, c'est IT hardware, et c'est notamment à cause de Nokia, hein. Si on regarde en fait dans le détail, Mmh. vous avez 2 sociétés, vous avez, enfin il y en a 3 dans notre univers, vous avez Nokia, Ericsson et vous avez, Logitech, et Nokia en fait a bénéficié très fortement, l'idée sous-jacente étant de dire qu'il va falloir refaire beaucoup de réseaux d'infrastructures, mobiles, et de backbone mobile. Pourquoi? Pour faire face à l'explosion de la demande de données liées à l'IA. Voilà. Donc, les gens se sont mis à jouer, Nokia. Vous savez que, c'est, Nvidia, je crois, qui a pris une part dans Nokia. Donc voilà, tout ça en tout cas un contrat qui amène à des parts dans Nokia. Donc voilà, tout ça, ça participe un peu à la spéculation autour de Nokia. Mais sinon, on voit bien que tous les autres secteurs étaient en baisse, à part le food retail qui est évidemment, un peu défensif. Et au premier rang de ça, on voit, les biens de construction. Pourquoi les biens de construction? C'est, heu, un segment qui est très énergivore. Pour faire du ciment, il faut beaucoup d'énergie, pour faire du verre, il faut beaucoup d'énergie, et donc c'est des secteurs qui sont très consommateurs d'énergie. Et d'ailleurs, on revoit, dans notre allocation un petit peu défensive qu'on prévoit, si vous voulez, vous êtes dans cet environnement tel qu'on décrivait, on reste long des valeurs pétrolières, et puis particulièrement prudent sur 2 segments, tous ceux qui sont consommateurs forts d'énergie. Donc,
hein. Il y a les matériaux de construction, vous avez les métaux et mines, la sidérurgie, vous avez la chimie aussi, très important, hein. Vous savez que la chimie est un très, très, très gros consommateur, d'énergie, et notamment, d'énergie carbonée. Enfin, et a besoin, j'allais dire, de pétrole puisque c'est la base, hein, de la chimie du carbone. Donc évidemment, c'est un secteur qui est très touché. Vous avez aussi, dans les secteurs très consommateurs de produits pétroliers, évidemment, le transport maritime, pour le bateau, les airlines, les sociétés aériennes, et je le disais en préambule, le prix du kérosène a explosé et on pense qu'on est aujourd'hui à des niveaux sur lesquels la demande effective réelle, de demande de voyage aérien va baisser très fortement puisque les sociétés sont obligées de mettre des surcharges en carburant. Or, c'est un secteur qui est très sensible à ce genre de choses. Donc, moi, je ne serais pas étonné qu'à court terme, on ait des avertissements sur résultats ou sur perspectives de ces sociétés aériennes. En tout cas, un secteur alors, sur lequel déjà structurellement je suis très prudent, mais là, Mmh. très, très particulièrement en cas de choc pétrolier, à mon avis, c'est un secteur qu'on veut éviter à tout prix. Et le deuxième secteur, ou les deuxièmes, le second paquet de secteurs que j'éviterais, c'est tout ce qui est lié évidemment à la consommation discrétionnaire. Tout ce qui va être, donc Mmh. évidemment l'auto, hein, il est clair que c'est pas très favorable quand le prix du à la Mmh. pompe dépasse les 2 €. Hem Et tout ce qui est consommation de produits de luxe ou consommation discrétionnaire, cosmétique et ce genre de choses. Donc voilà, pour une raison simple, hein, c'est que les, dépenses énergétiques sont contraintes. Vous ne pouvez pas ne pas vous chauffer. Vous ne pouvez pas ne pas mettre d'essence dans votre voiture si vous devez aller travailler, tous les matins. Et donc ce qui vous reste pour les dépenses, j'allais dire, du quotidien, pareil, les télécoms, c'est difficile de s'en passer, la nourriture, c'est difficile de s'en passer. Donc vous allez être obligé d'avoir un arbitrage vers les consommations vers les productions de biens discrétionnaires, de consommation discrétionnaire. Et donc voilà, les raisons pour lesquelles, en tout cas à court terme, on est prudent sur ces secteurs et effectivement, l'arbitrage s'est fait assez naturellement. Heu, Dernier petit segment que je voulais, mentionner, c'est les banques. Vous savez que c'est un secteur qui a très fortement, rebondi ces dernières années. Voilà, Mmh. or alors une hausse des taux, notamment des taux longs, est plutôt favorable, hein, pour les banques. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est de la transformation financière. Elles empruntent à taux court, ils sont bas, Mmh. et elles prêtent à Elle taux haut. prête, Donc évidemment, plus l'écart entre les 2 est important et et plus c'est favorable pour les banques. Donc attention, d'abord, on peut avoir une hausse des taux courts avec, des perspectives d'inflation qui reviennent, donc c'est un peu négatif pour les banques à court terme. mmh. Et deuxièmement, et ça c'est important, il y a des craintes, comme je le disais, sur, des non-performing loans, c'est-à-dire des prêts que vous avez accordés à des entreprises et que finalement ces entreprises n'arrivent pas à Mmh. Ne rembourser. rembourse pas. Donc voilà, moi je serais plus prudent sur les sociétés, en tout cas sur les banques aujourd'hui, qu'on ne l'a, alors qu'on a été très longtemps très positif sur le secteur. Donc finalement, on est quand même, on privilégie les valeurs défensives, donc tu disais, assurance, télécom, Alors voilà, utilities? assurance, télécom, utilities, et dans l'environnement actuel, pétrole évidemment. Donc voilà, c'est un peu les 4 secteurs, sur lesquels j'aurais tendance à mettre l'accent. Hem, Sachant que quand même il y en a 2, les télécoms pardon, les télécoms et les utilities qui ont très, très bien performé et qui sont revenus à des niveaux de valorisation qui dans l'absolu ne sont plus aussi bas, qu'il était il y a quelques 18 mois. Donc, mais je pense que ce sont des secteurs sur lesquels, oui, on est encore, relativement, à l'abri et qui ont aussi l'avantage de payer un dividende, souvent. Et donc ça évidemment, ça limite votre risque, en cas de hausse des taux. Vous récupérez une partie de votre investissement plus tôt, ce qui est toujours favorable dans les périodes d'incertitude. Donc je pense qu'on va pouvoir, conclure, ce panorama, notre point marché. Donc on va en rester là pour la partie, publique, et on va enchaîner avec la partie réservée à nos abonnés. J'en profite, pour dire à ceux qui ne sont pas abonnés, qui peuvent, s'ils le veulent, découvrir nos offres.
en cliquant sur le lien qui apparaît, en haut à droite, de la vidéo ou, sous la description, enfin sous la vidéo, dans la description, vous retrouverez aussi ce lien. Voilà, je vais y arriver. Donc juste pour avant de conclure, vous restez quand même, très prudent et sans doute, plutôt, disons qu'on va plutôt vers selon vous, vers un scénario où les prix du pétrole pourraient, rester aux alentours d'une centaine de dollars, pendant au moins plusieurs semaines et que c'est peut-être que le marché qui lui mise sur, une résolution du conflit plus rapide ou en tout cas un retour, à des prix du pétrole, plus aux alentours de 70 dollars vous paraissent un petit peu, optimiste. Donc vous êtes prudent, voilà et vous On est estimez qu'il prudent. faut, Même si je privilégier, dois l'avouer, on n'est pas, vraiment ultra, conservateur puisque vous savez que notamment dans notre liste principale, que nos abonnés, connaissent en partie, on a la possibilité de mettre des shorts. Or aujourd'hui, on n'a pas encore décidé de réduire mécaniquement, cette action en introduisant des shorts. Donc on est prudent sur l'évolution, on favorise très clairement des secteurs défensifs, mais on n'est pas encore au point de parier très activement sur une baisse très forte des marchés. Voilà. très bien, bah, je propose maintenant qu'on passe, à, la partie réservée à nos abonnés. Je vous dis à bientôt.